Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nouvel épisode. Je suis à domicile, je suis at home, donc j'ai la chance de recevoir Jean. Jean qui va se présenter assez rapidement. Bonjour déjà Jean. Salut Martin. Jean, c'est le co-gérant, c'est l'associé de Thibaut, que vous avez pu écouter sur l'épisode numéro 1. Donc c'était pour moi émotionnellement un épisode assez cool. Et aujourd'hui, je suis hyper content de enregistrer ce second épisode avec son associé, ce qui va nous permettre d'avoir une vision donc sur leur activité et personnellement sur la vie de gens. Donc première question, comme à chaque fois, avec mes invités, je vais laisser Jean parler et se présenter. Salut Martin. Moi je suis Jean Laurenti, j'ai 37 ans, je suis lyonnais depuis une quinzaine d'années, papa d'un petit Félix depuis quelques années, nos enfants ont le même âge, donc ça nous rapproche un petit peu. Je suis le cofondateur de Cargo Cult depuis quelques années, entrepreneur, et puis j'ai aussi une activité dans la création graphique, direction artistique à côté, qui m'occupe un petit peu le peu de temps qui me reste. Voilà, alors pour recentrer un petit peu la question sur du thème principal de ton podcast, sur l'univers moto, compliqué à focaliser, je sais pas trop par où commencer. Peut-être par Cargo Cult. Alors Thibaut, dans le premier épisode, l'a bien présenté. En fait, Cargo Cult, c'est un lieu physique, bar, coffee shop, workshop do it yourself sur Lyon 7e qui a ouvert tout début pardon 2019. Ça c'est sur l'ouverture finalement, j'ai envie de dire officielle, mais officieusement on avait lancé Cargo Cult un petit peu avant, je crois que c'était en 2015, sur notre temps libre, avec un pote qui s'appelle Jérémy, qui était notre associé avec Thibaut au tout début. Voilà, je connaissais pas Thibaut au départ, et en fait le constat était assez simple. On avait des bécanes, et puis on s'est dit putain, bah en fait on est deux, on rencontre pas beaucoup de monde, on voit plein de personnes qui nous ressemblent, qui ont l'air cool, qui ont des motos un peu sympas. On aimerait bien, je sais pas, les rencontrer, rouler avec eux, passer du bon temps. Donc du coup, sans aucun objectif, on a créé une page Facebook, donc qui s'appelait déjà Cargo Cult, sans aucun statut. C'était pas une association, il n'y avait pas de but lucratif, il y avait vraiment rien de spécial derrière tout ça. On avait nos boulots salariés à côté, donc c'était vraiment que sur notre temps libre. Et puis, de fil en aiguille, on a créé des petits événements avec des rassemblements, ce qu'on appelait en after work, avec des rassemblements et des rides mystères. C'est-à-dire que les gens, les seules choses qu'ils savaient quand ils participaient, c'est le lieu de départ et l'heure de départ, pardon. Alors, je vais te couper. Là, on va juste, du coup, faire un gros saut dans le temps, Ouais. puisque là, on est parti sur la genèse de Cargo, ce qui est intéressant. Moi, je voudrais avant quand même savoir, parce que là, dans les explications, tu es déjà motard, Ouais. mais moi, je voudrais savoir déjà comment la moto est rentrée dans ta vie. À quel moment est-ce que quand tu étais jeune, tu étais déjà à fond sur la moto? Est-ce que petit, tu as eu des scooters, des mobylettes, ce genre de choses? Voilà, on part vraiment, on remonte plein d'années. Jean, est-ce que ta famille fait de la moto? Est-ce que voilà, comment la moto est rentrée dans ta vie? Je dirais que ça commence plutôt par la bagnole. Mon grand-père, toujours des belles bagnoles, tirées à quatre épingles, son garage qui sent un peu l'essence, mais pas de mécanique non plus. Voilà, on n'est pas dans le côté mécanique, on est dans le côté bel objet, dans le côté cruising, dans le côté un petit peu, voilà, art de vivre, j'ai envie de dire. Sur Lyon? Non, moi ça fait une quinzaine d'années que je suis sur Lyon. En fait, je suis originaire de Bourgogne, Dijon en fait. Ok.
Mon père, je pense qu'il a pris ça de lui. Il a toujours eu des bagnoles sympas. Et puis la Formule 1. Mon père, énorme fan, Prost Senna. Je voyais toujours les, les grands prix le dimanche. Je me suis passionné un peu sans le faire exprès, en regardant par-dessus son épaule. J'ai des souvenirs de la mort de Senna en live. Moi, c'est des souvenirs très forts. Voilà. Et du coup, pour relier à la moto, j'ai mon oncle, donc du côté de ma mère, son petit frère, lui, un peu touche à tout, un peu casse-cou, qui faisait du trial. Et en fait, lui, il venait avec ses bécanes. On allait sur le plateau de Chenauve, donc c'est en Bourgogne, à côté de là où j'habitais quand j'étais gosse. Et j'ai un souvenir de lui qui m'a mis sur ses genoux sur le réservoir, faire une zone donc en off-road avec sa bécane de trial. Moi, je me souviens plus de mon âge. Je pense que j'avais 5, 6 ans, peut-être 7 ans. C'était absolument effrayant, sans casque évidemment. Et je me souviens, on a fait une zone, on est monté, on est descendu. Moi, j'avais l'impression d'être à 2000 à l'heure. C'était les montagnes russes. Lui, ça se trouve, ça devait faire 50 centimètres, je me rends pas compte. Donc, j'avais vraiment, ça m'a vraiment marqué dans la bécane. Et après, j'ai envie de dire par la suite, bah, c'est mon père, en fait, via les photos, je me suis aperçu, pas tout de suite, que lui faisait du trial aussi avec l'autre frère de ma mère. Elle a une fratrie, ils sont 6, euh, avec son frère à lui aussi. Donc, du coup, c'est dans la bécane, trial, torse nu, sans casque, pareil, sur le même plateau dont je te parlais, avec voilà, des Harley Air Mackie à l'époque, avec des Ossa orange, Ossa jaune. Je sais pas si c'est des marques qui te parlent. C'est des marques qui n'existent plus maintenant. Il a eu des Gaz, je crois, et puis il a eu des 125 et des 2,5 TY Yamaha, qui sont des bécanes qu'on voit un petit peu partout maintenant, qui reviennent un peu à la mode. Voilà, ça, je l'ai découvert sur des photos avec ma mère qui posait dessus, avec ses sœurs, ses copines et tout. Donc motard avant que Ouais, j'étais pas né. vous étiez pas né. Je crois que j'étais pas né quand il faisait de la bécane. Après, lui, il a monté sa boîte, mon père, donc ça lui a pris, je pense, énormément de temps. Moi, j'ai une grande sœur qui arrivait avant. Donc, je pense qu'il a mis ça de côté. Et puis aussi, par la force des choses, le boulot, et puis le fait que je pense qu'il avait peut-être plus de potes ou les frères et sœurs, bah, c'est parti à droite à gauche. Donc, du coup, il avait plus de réseau pour aller s'amuser le week-end. Euh, et il a jamais eu le permis gros cube, donc j'ai jamais vu en fait aller au boulot en moto ni quoi que ce soit. Et du coup, donc la famille, ouais, pas de motard non plus du côté de mon grand-père. Voilà, toujours la bagnole, toujours des belles photos de bagnole. Je m'en souviens, mon père, il avait eu c'était quoi? Une Super 5 Turbo noir et rouge, enfin des trucs, les Youngtimers je sais pas comment ça va à l'époque, mais enfin Pas le prix d'aujourd'hui. ouais, pas le prix d'aujourd'hui, mais il avait eu deux, trois engins sympas, et la bécane, c'est venu après aussi par les potes. Euh, Moi, j'ai un grand pote de toujours avec qui on s'est rencontré au collège, qui s'appelle François. Et lui, il avait dans son réseau quelqu'un qui était un marteau de vitesse, qui prenait beaucoup de risques, famille de motards, mais un peu timbré, quoi, le côté un petit peu dark de la bécane, quoi, qui prend tous les risques, qui tombait une fois par mois, qui était à l'hosto 2 mois par an. Et en fait, ce pote-là, je pense il a pris beaucoup de son pote que je connaissais pas. Et je me souviens qu'à chaque anniversaire et chaque Noël, je lui demandais ce qu'il avait. Il me disait, j'ai eu de l'argent, puis je le mets de côté pour m'acheter une Brel. Et puis ça, ouais, je sais pas, on avait 15, 16 ans, il était déjà dans cette optique-là, donc tu vois, c'était le côté, ok. Vous étiez scooter, mobilette? Non? Vous avez pas Euh, vélo peut-être? non, ouais, moi vélo, en fait, quand j'étais gosse, ouais, on était très vélo. Là, je remonte vraiment en arrière sur le côté école primaire, j'ai envie de dire de CE1 à CM2, un peu casse-cou en vélo, en bicross. Mais mes parents, mais étaient nous laissaient pas mal de liberté. D'ailleurs, je pense une liberté qui laisserait peut-être plus maintenant à notre époque. Mais on faisait beaucoup de choses, on trafiquait les vélos, on les décorait, on mettait des trucs dessus. C'était vraiment très amusant. Donc ça, Les j'avais débuts du peut-être. custom. Ouais, c'était du custom avec des bouts de carton, avec des aérosols pour faire des pots d'échappement. On mettait des ficelles. Enfin, c'était vraiment, quand j'y réfléchis, ça n'avait pas trop de sens, mais on pimpait nos VTT Decathlon et Carrefour à l'époque.
On avait des bicross qu'on tordait dans tous les sens. On allait sur des terrains un petit peu genre off-road, faire du cross. Voilà, on était tout le temps sur les vélos. On bricolait des trucs pour transporter des paniers, des sacs. Voilà, on était toujours là-dedans. Et puis, non, le côté, on aurait rêvé avoir des deux temps, des 50. Et des fois, il y a des plus grands qui avaient des Typhoon, des Piaggio. Donc, on arrivait à en prendre un, faire des tours à deux sans casque et tout avec des potes. Mais c'était pas. Ça nous faisait envie, mais pas plus que ça. Je sais pas, on était dans notre truc, peut-être parce on était en ville déjà. Donc on n'avait pas un besoin de se dire, Non, de se tiens, faut que déplacer. j'habite à la campagne à 30 bornes, il faut que je me prenne la NAS avec ma petite môme. Voilà, tous mes copains sont à un quart d'heure de 103 SP, tu vois. Non, il y avait pas cet effet-là. On était vraiment très vélo ou à pied. En fait, tout était très accessible. Donc, et puis après, bon, je pense qu'il y avait nos parents. C'était une question de moyens. C'était une question de ta sœur ou ton frère, ils en ont pas, donc t'en auras pas. Donc en fait, on s'est vite fait à l'idée qu'on n'en aurait jamais. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. Et puis voilà. Après là, et puis pour finir, si on avait deux trois sessions de cross en moto avec des QR, des DS, des KX, ma mère ou mon père nous emmenait. J'ai souvenir avec mes potes du vélo justement à l'époque où j'étais vraiment tout petit. Hein, je pense que j'avais 10 11 ans. Et ça, c'est la première approche où ça, j'ai adoré quoi. J'ai adoré les sensations, l'odeur du temps, le bruit, faire un peu de cross. Ça, j'ai retrouvé des photos récemment. J'ai adoré, mais sans me passionner. Et j'ai pas eu de coup de cœur en me disant ouah, ma vie va tourner autour de ça, il me faut une moto à tout prix. Non, c'était vraiment un kiff comme j'en avais plein d'autres en fait. Voilà. Et après, bah là, on passe sur le collège, donc je reviens sur mon pote François, dont je te parlais, qui lui mettait de côté pour s'acheter son premier gros cube. Il pensait même pas passer le permis auto. C'était vraiment, je passe le permis moto avant tout, je m'achète une moto, je me fais plaisir. Et puis là, bah, il a acheté, je crois, un Monster, un 620 IE, je me souviens, les carbus de 80, les trucs qui sont maintenant, c'est des Youngtimer, quoi, tu vois, jaune, je me souviens. Et bah moi j'avais pas le permis, je suis pas sûr d'avoir le permis voiture à l'époque et je montais derrière lui, un vieux casque-bol, un jean, une veste qui traînait par là et puis on allait faire des tours quoi. Des étés, on faisait un peu les cons. J'adorais la sensation d'être passager. Tu vois déjà, je me suis dit ah putain ça me fait vraiment envie. Et puis son pote qui lui avait donné envie. Après, bah là, il venait aussi nous rejoindre. Lui, c'était un Parisien. Il venait avec des phasers trafiqués. Il enlevait les bulles et tout. Et là, bon, il y a des trucs que j'ai jamais dit à mes parents s'ils écoutent, mais là, c'était vraiment très dangereux, quoi. C'était un fou. On montait derrière lui, c'est pareil. On mettait une paire de Converse, un t-shirt, un jean, un casque en XL alors que tu faisais du M. Et puis il disait vas-y, on essaie de prendre la courbe le plus vite possible. Donc ça, c'était les étés sans les parents. Et on avait ouais, je sais pas quel âge on avait 15 ans, quoi, 14 15 ans. Et là, première bonne sensation avec des plus grands qui avaient le permis voiture, qui avaient le permis moto. Et c'est resté. C'est resté. Donc mon pote, lui, il a continué, il a eu toujours dans les italiennes. Et puis après, bah moi, ce qui est très drôle, c'est que donc j'ai eu le permis voiture comme tout le monde à 18 ans. C'était indispensable à Dijon d'avoir une bagnole. Donc j'étais un de mes premiers potes à en avoir une. J'étais un petit peu le taxi. Ok. Ah, Et j'ai puis, connu ça aussi. voilà, j'étais un petit peu le taxi, mais ça me plaisait bien. Petite dédicace à tous mes potes de l'époque qui m'appelaient juste pour les emmener voir leurs copines. Bah, c'était ça. Puis moi, j'ai aussi des potes qui ont eu le permis beaucoup plus tard, mais c'était amusant. Et puis derrière, ouais, toujours eu l'envie d'avoir mon permis bécane. Donc là, dont d'autres potes ont eu le permis. Ils commençaient à rouler ensemble et mon père là l'a repassé sur le tard. Je pense qu'il l'a passé, il devait avoir la cinquantaine. Et on était une fois, on a fait une sortie avec des potes et mon père avait le permis, j'étais encore passager. J'avais un père de potes, il avait un 883 carbu, je suis monté dessus. Harley, j'étais ah ouais mais enfin, c'est ça que je veux quoi, tu vois. J'avais vraiment une approche sur l'esthétique, des belles bagnoles, des beaux objets. Et c'est vrai qu'il y avait quand même l'esthétique et ce que ça renvoyait, le bruit, les sensations, les vibrations. J'étais vraiment sur ce côté. J'ai envie d'un bel objet qui me déplace, qui me fait rêver. Voilà, c'était indispensable. Ça a marqué de la jeunesse
Ouais. de ton grand-père, de ton père, de tout ça, avec les photos, Ouais, ce que tu exactement. Je voyais. crois que les photos, je les ai peut-être même redécouvert après. C'est mon père, en fait, quand j'ai eu le permis, qui m'a ressorti des photos du carton, où il customisait ses Renault Dauphine, où il me racontait qu'avec son frère, il arrivait à remonter un moteur de 2 chevaux en 1 heure. Et en fait, il m'a réexpliqué tout ça après. J'ai pas eu cette approche-là. J'ai pas eu un garage avec, tu vois, avec un père qui bricolait. Il était vachement dans le boulot. Il a créé sa boîte, donc il était très, très, très investi là-dedans. Je l'ai finalement peu côtoyé quand j'étais jeune. J'étais très proche de mon grand-père. Et bref, donc du coup, pour revenir sur le côté moto, ce qui est marrant, c'est que bah, moi, toujours été très ducatier aussi au début. Donc, je commençais à chercher mon premier véhicule avant d'avoir le permis. J'étais très serein sur le permis. Quand j'ai eu le plateau, en fait, je me suis dit, c'est bon, c'est une formalité derrière. Quel âge t'avais? Tu te Je l'ai rappelles? passé en 2011. J'avais 24 ans, 25 ans. Ok. Ouais, donc quand même un petit peu après le permis voiture. Ouais, c'est 5-6 ans, 7 ans après. Ok. Et puis, ouais, le plateau, en fait, quand je l'ai eu, il y avait des fiches à apprendre par cœur, il y avait tout un bordel, je me souviens, avec le plateau, le lent, le rapide. Et je crois que j'ai dû acheter ma Ducati juste avant d'avoir le plateau. Et juste avant d'avoir le plateau, ouais, c'est ça. Elle était dans le garage à Dijon, chez mes parents. Et pour la petite histoire, ce qui est amusant, c'est que c'était la première moto, enfin, c'était la deuxième moto, pardon, de mon pote François. Il l'avait vendu à ce mec, et en fait, quand j'ai revu les papiers du mec, bref, c'est complètement dingue. Et en fait, il l'avait vendu à un mec, et c'est moi qui me suis retrouvé avec, et c'était mon pote François est venu l'essayer avec moi, et je suis reparti avec. Et quand je l'ai acheté, c'était à Chalon à l'époque, c'est un de mes autres potes qui m'a ramené, parce que j'avais pas le permis. Je suis rentré en passager avec cette brelle-là, et puis elle est restée dans mon garage, et dès que j'ai eu la circulation, bah, j'étais là, j'ai foncé en train à Dijon, c'était en Chercher plein la hiver. moto. Plein hiver, il faisait. Quel modèle? C'était un Ducat 696 Monster, les rouges, rouge, cadre rouge, etc. Pas les premiers carbus qu'il y avait, les fameux Youngtimers, ceux d'après, où tu avais le réservoir marron en plastique, tu pouvais changer la couleur et tout, tu pouvais tout changer. Et ouais, il y avait le côté très rigide, les vibrations, le bruit, le bicylindre tout de suite. J'ai jamais eu d'affect avec le 4 cylindres. On m'en a prêté, j'ai roulé, j'ai aucune sensation. Ça me parle pas du tout. J'ai toujours été bicylindre. Quand je me suis fait traîner derrière des pods, ils avaient des bicylindres ou des 3 cylindres. Ils avaient des triomphes. Et c'est vraiment ça qui me faisait vibrer, quoi. Quelle sensation? Tu te rappelles un peu quand t'as conduit au début? Ouais, j'aimais bien, c'était assez brutal, ça tapait beaucoup, la position, elle avait un guidon très très large, très très sur l'avant, poignet très cassé, t'avais très mal à l'entrejambe aussi, t'étais complètement écrasé contre le réservoir, mais par contre il y avait un châssis exceptionnel, et j'adorais ce côté un peu imparfait de la moto. Voilà, quand certains potes me prêtaient des roadsters plus classiques, les 4 cylindres, j'aimais pas du tout. Voilà, la moto n'a jamais été quelque chose d'utilitaire chez moi. J'en ai jamais eu besoin pour aller travailler, pour me déplacer dans mon quotidien. C'était vraiment juste, c'était un jouet. Je pouvais avoir une journée de travail, rentrer chez moi, la prendre et aller rouler 2 heures le soir au coucher de soleil. Voilà. Après, il y a un truc aussi, c'est que mes potes qui faisaient de la bécane étaient toujours sur Dijon. Et du coup, moi, je me suis retrouvé un peu seul. Et du coup, là, je reconnecte avec ce que je te disais au début, avec Cargo Cult, en fait. Et là, je pense que le lien, il est en train de se faire. C'est que moi, je suis tout seul. J'ai le permis. J'ai une moto qui me fait kiffer, qui dort dans la rue. Je suis à Lyon 1er à l'époque. Et je me dis, bon, bah, c'est cool, mais quand je veux rouler le week-end, je suis obligé de faire 2 heures de route sur l'autoroute pour retrouver mes potes qui se bougeaient pas trop à l'époque sur Lyon. Donc, Quel pilote t'étais? J'imagine pas comme le copain. non, non, mais pilote inconstant, c'est-à-dire que j'adore cruiser, être sur le couple. J'adore aussi envoyer quand vraiment il le faut. Je suis pas un pilote, je suis pas fou, quoi. Je suis pas fou, mais j'aime bien la vitesse. J'aime bien la vitesse. Quand je suis à l'aise sur un bécane ou un véhicule, je peux me faire vraiment plaisir, quoi. Voilà. Par contre, je vais rouler. Il y a mes journées. Je vais jamais dépasser 90. Je vais regarder le paysage, limite en me faisant peur parce que je regarde pas devant. Et puis des fois, quand je roule un peu plus avec des gens qui roulent plus vite, je suis capable de les suivre, voire même voilà, me faire vraiment plaisir sur de la vitesse, quoi. Voilà.
Donc j'ai pas de je dirais que je suis très inconstant. J'ai pas vraiment de style. Mais cruiser avec des potes qui aiment cruiser, rouler plus vite avec des mecs qui aiment rouler plus vite, je m'adapte en fait. J'ai pas de préférence. Ok. T'as eu, au moment où donc tu nous as dit, t'arrives sur Lyon pour quelle raison, du coup, les études, le travail, Ouais, un peu tout. Je suis un peu à la croisée des chemins à Dijon, qui est la ville qui m'a vu grandir. C'est pas une ville que j'ai choisie. Je pense que j'ai fait le tour. Moi, je rencontre ma compagne, avec qui je suis toujours maintenant, qui est la maman de mon fils, donc Félix. Audrey. Et en fait, elle, quand je l'avais rencontrée, elle partait à Lyon quelques mois après. Et ça se synchronisait. Moi, j'ai dit, bah, c'est parti, je te suis. Je vais faire des choses là-bas. À ce moment-là, J'étais très dans la musique. professionnellement, t'étais... Un peu perdu. Ouais, un peu perdu. J'avais eu un BTS dans le commerce, le management. Un peu par défaut. Là, j'avais pris une année sabbatique pour profiter avec les potes. J'avais bossé à droite à gauche, tu vois, sur des boulots alimentaires. Et en fait, quand je suis parti, j'avais besoin d'un nouveau souffle, d'un nouveau challenge et pas de trop me poser une question. Donc en fait, j'ai pris mes kicks et mes claques, ma vieille Opel Vectra toute pourrie. Je suis parti avec 3 meubles et mes 3 conneries. J'ai emménagé avec ma copine et un de ses potes. Et puis après, ouais, j'ai retrouvé un boulot alimentaire très vite sur Lyon et je me suis installé très vite à côté de là où il y a Cargoucule, dans le 7e. En fait, c'est marrant, je suis revenu 15 ans plus tard dans le même quartier. Toujours Voilà. la Ducati? Ou Euh, t'as eu d'autres motos c'est une entre-temps? très bonne question. Non, là, je suis pas motard. Quand j'arrive à Lyon, j'ai pas le permis moto. Je Donc l'ai c'est passé à Lyon. après. Ouais, 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 je suis arrivé en 2007 à Lyon et je l'ai passé en 2011. Donc la moto a été achetée après et été laissée à Dijon, Voilà, et toi, t'étais sur Lyon. c'est ça. J'ai trouvé la moto en Bourgogne à Chalon. Après, je l'ai ramené à Lyon chez moi. J'étais en plein centre-ville, donc ça dormait en ville. Tu la retrouvais par terre le matin. Pas très agréable, quoi. Mais bon, écoute, je m'y suis vite fait. Et puis après, bah, comme je te disais, j'étais un peu seul motard qui me ressemblait dans mon mode de vie de motard. Donc rouler tout seul, ça allait 2 minutes. J'étais très animé par le voyage, rouler loin. Et en fait, là, je reconnais avec Cargo Cult ce qu'on a fait. Ben, en fait, quand j'ai rencontré mon pote Jérémy à l'époque, en fait, on s'est dit, on a roulé ensemble. Lui, il passait le permis à l'époque. Tu le rencontres par quel biais? Encore une fois, la moto, pote de pote, on est autour d'une table en plein centre de Lyon, on fait une soirée, et puis il me dit, bah, moi je passe mon permis en ce moment. Il passait le permis avec un contact à moi, et puis je lui ai dit, bah écoute, dès que t'as le permis, on s'appelle. Puis on avait connecté comme ça très rapidement, on s'est Bien vu qu'on se entendu. ressemblait, ouais, ouais. Et lui était de Nancy, je crois, à l'époque. Il était pas lyonnais depuis très longtemps, donc on avait des profils qui se ressemblaient. Et déjà, il voulait un sports. Il est très Harley, c'était évident. Donc je sais pas pourquoi, ça me plaisait. Et c'est marrant, il m'a appelé. On s'est pas vu pendant des mois. Il m'a dit, bah Jean, j'ai le permis, tu te souviens, on s'est vu et ça a reconnecté comme ça. Moi, j'ai eu plusieurs Ducati et après j'ai commencé à regarder les triomphes. Puis je sais pas, je crois que je me souviens, j'étais un été, je sais plus où j'étais sur la plage, je tombe sur le bon coin, Triomphe Truxton et tout, j'ai vu cette brelle, elle me faisait rêver. Je dis bah vas-y, je suis allé la chercher à Saint-Étienne et puis en plus là ça a commencé quoi, tu vois, Bécane un peu qui commence à trafiquer. Moi je suis pas dans la mécanique mais ça m'attire quand même, tu vois, j'aimerais faire quelques modifs dessus, j'aimerais pouvoir la régler etc. Je me rends vite compte que ça m'intéresse mais que ça va pas me passionner. Et au-delà de ça, on n'a pas de garage, on n'a pas d'outils, on n'a pas d'environnement pour le faire. Tu te rends compte que c'est un peu complexe, que quand t'es dans le garage de ton pote où il n'y a pas d'électricité, tu veux regarder une vidéo YouTube d'un tuto, ben en fait t'as pas de réseau. Tu peux aller coincer entre une bagnole, un caniveau et puis un carton de déménagement. Et, euh, et là, la cargo commence, donc on a cette idée-là en fait au fond de nous de se dire putain mais ça serait bien de rouler avec des gens et au-delà de ça de trouver une petite communauté pour créer un garage un petit peu participatif ou un repair café ou en tout cas une asso où on peut louer. À ce moment-là, donc quand vous en discutez avec Jérémy, il y a déjà ces idées-là qui passent.
Je dirais qu'il y a l'idée, on se rapproche de mecs qui sont dans le game de la moto depuis bien plus longtemps. Et en fait, il y a des mecs qui disent ouais, moi j'ai un entrepôt, je sais pas où que je loue, j'ai des mètres carrés. Et là, on commence à se dire, ben ça te dit qu'on fasse un loyer et puis qu'on mette des motos dedans, on fasse une asso, etc. Ça se passe comment? C'est vous vous retrouvez, vous allez faire des balades et vous papotez, ou c'est plutôt quand vous vous voyez, vous vous posez à un bar et vous commencez à parler Ouais, je t'avoue que moi j'ai une mémoire un peu sélective et ça tu me poses des questions, j'ai très peu de détails, c'est très synthétique mais mon expérience de toutes ces années-là, donc je me trompe peut-être sur les détails mais en gros je me souviens qu'on se disait bon les bécanes on aimerait les trafiquer un petit peu, c'est compliqué. On aimerait rencontrer des gens qui sont dans ce milieu-là, qui sont des motards qui aiment rouler, qui ont des motos un peu atypiques, plutôt vintage. Et en fait, on commence à faire des coucous dans la rue, au feu rouge. Et puis on dit, bah tiens, on va faire un ride avec Cargo Cult. Et puis les gens, ils viennent au ride au premier qu'on fait. Et en fait, c'est là où on crée cette espèce de communauté. Et puis là, Alors attends, parce que c'est... j'ai plusieurs questions du coup. Dis-moi. La première, je pense, dont on n'a pas répondu à l'époque avec Thibaut, je crois qu'on se l'est dit après, mais je pense qu'il est important, enfin pour moi et puis pour nos auditeurs. Pourquoi Cargo Cult, le nom? Alors le nom, déjà parce que j'aime bien les choses qui veulent rien dire. Non, en fait, C'est une bonne réponse. non, la base, en fait, c'est un morceau de Gainsbourg sur mon album préféré qui s'appelle Melody Nelson, qui est sorti en 71. Ça s'écrit pas comme ça, si? Ça s'écrit Cargo Culte avec un C, donc Cargo C, Culte C, qui est en français le culte du cargo, qui est un rite en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En fait, il y a tout un culte autour de ça. Moi, je me suis renseigné après sur ce que c'était. Et en fait, moi, j'étais musicien depuis toujours, au milieu de la musique, mélomane. J'ai toujours baigné dans ces musiques-là m'ont accompagné toute ma vie. Et à chaque fois, quand j'ai besoin d'inspiration, je tape là-dedans. Et en fait, c'est venu, je sais pas pourquoi, j'ai dû voir la jaquette ou j'étais à fond dans cet album-là à ce moment-là. Et j'ai dit, je sais pas, c'est beau, ça sonne. Et c'était très naturel en fait. Et pourquoi le cas? Il y a un côté très graphique, je pense, dans les cas. Il y a peut-être le côté custom culture aussi. Pareil, je sais pas. Peut-être pour pas que ça s'écrive tout à fait pareil. Et puis il y a un côté peut-être un peu plus anglo-saxon aussi. Voilà. Ben pareil, je pourrais même pas te dire pourquoi. Ça obéit pas à une science. C'est juste naturel, quoi. Ouais, bah l'artistique est pas toujours évident à Ouais, expliquer. Des fois, ça vient. c'est Pour ça. avoir ce côté-là un peu, je sais qu'il y a des choses des fois qui me semblent, moi, dans ma tête naturelle, et quand j'en discute avec les gens, ça allait beaucoup moins pour eux. Puis moi, après, j'ai ce côté aussi j'ai toujours été dans la création graphique. Donc, en fait, j'ai commencé, je pense, à le dessiner, à le mettre en visuel. Et puis, le K, quelque chose de beaucoup plus graphique que le C. Donc, c'est venu comme ça. Donc, Deuxième question, je sais que quand on est dans des projets ou dans des décisions, il y a toujours, c'est même peut-être les prémices de l'entrepreneuriat chez toi, mais il y a toujours quelqu'un qui est un peu plus moteur, on va dire, ou alors vous l'étiez tous les deux, mais est-ce que tu te rappelles sur vraiment cette prise de décision de se dire à un moment, parce que tu vois, pour beaucoup de gens qui font de la moto, ça peut sembler simple de se dire, bah, on fait juste de la moto, et si on est deux, on est deux, si on est quatre, on est quatre, point barre, ça s'arrête là. Il y a quand même cette réflexion à un moment de se dire, on va créer quelque chose où on va rassembler des gens. Et ça, faut être moteur de ça, faut avoir un côté à se dire, voilà, je vais pousser un peu les limites et on va trouver un moyen. C'est tout bête comme ça, mais en soi, à mettre en pratique, c'est quand même pas non plus ce qu'il y a de plus simple. Est-ce que tu te rappelles comment c'est venu, ou alors est-ce que ça s'est fait vraiment très naturellement? ouais, il y a eu deux volets de Cargo Cult. Je suis peut-être parti un peu vite dans ma présentation parce que c'est vrai que c'est pour les auditeurs qui nous découvrent, c'est pas évident à comprendre en deux mots. Il y a eu le volet, on fait des sorties moto le jeudi soir une fois par mois et on regroupe des gens de la communauté lyonnaise autour d'un ride, d'un apéro mensuel. Ça, c'était fait sur notre temps libre avec Jérémy et Thibaut à l'époque, sans aucun but lucratif. On s'est très vite aperçu qu'il y avait une communauté
qui grossissait, 25, 30, 40 personnes juste avec une page Facebook et Instagram à l'époque, on s'en servait même pas. Là, je parle de 2015, hein. Ça, c'est le premier volet. Et il y a le volet post. Moi, j'ai fait un voyage à l'étranger pendant 1 an et demi qui m'a beaucoup construit. En Australie? Australie, Asie du Sud-Est et Inde. Et en fait, quand j'en suis revenu, c'est là où il y a le volet. Ok, on passe à l'action. Moi, je passe un coup de téléphone. Je m'en souviens. Je suis pieds nus au Laos après un énorme road trip en scooter à deux, en tongs, sans casque, tu vois, à visiter des cascades. Et avec le décalage horaire, je sais plus, c'est il y a 8 ou 9 heures, et j'appelle Jérémy et Thibaut à l'époque, et je me souviens que je leur dis, les gars, je ramène ça dans mes valises, j'ai une idée, j'ai un projet, vous venez avec moi? Et ils m'ont dit, ouais, ouais, on est chaud. Je me Ok. souviens de ça. Et puis il y a le côté, c'était hors de question que je rentre en France sans projet ou avec un projet salarié. C'était vraiment, soit je rentrais pas et je continuais ma vie là-bas, je profitais de ma liberté et puis je profitais, ou alors je rentrais en France avec un vrai projet, une vraie idée, une vraie vision. Et ça s'est fait comme ça, mais le déclencheur, il a mis beaucoup de temps en fait. Moi, je suis quelqu'un de très, peut-être très cérébral. Il y a des choses qui se passent, ça se fait naturellement. Au bout d'un moment, j'ai un déclic. Je force pas les choses en fait. Si ça met 6 mois, 1 an ou 1 an et demi à éclore, ça mettra ce temps-là. On se repositionne avec Jérémy, du coup. Vous êtes que tous les deux, tous les deux? Ouais, on est tous les deux, et le ride Pokergo numéro 1, c'est avril 2015, si mes souvenirs sont bons. Thibaut, en fait, on l'identifie tout de suite, c'est un des premiers clients, entre guillemets, c'est un des premiers participants. Et en fait, on voit tout de suite que ben, il est dans le mood, il a la bonne gueule, il a la moto, il a l'attitude, il s'impose un peu naturellement dans l'organisation. Il nous demande, voilà, c'est quelqu'un qui aime donner des coups de main, il est avenant. Et en fait, ça se fait assez naturellement. Je crois il vient en numéro 2, il vient sûrement en numéro 3. Et en fait, il nous demande déjà, vous voulez un coup de main pour que je vous aide pour les reconnaissances? Bah, on est 30-40 sur la route, donc bah, tu vois, il faut faire un petit peu attention, même niveau sécurité, parce qu'on connaît pas tout le monde. Il faut fermer des ronds-points, il faut faire attention. Dès le premier ride, vous aviez 40 personnes? Le premier, je dirais qu'on était une petite trentaine, et on était déjà sur le cul. On s'est Des... dit, moi je regardais les gens, j'ai dit, mais prin- attends, Principalement des connaissances de connaissances ou vraiment... non, non, c'est ça qui était dingue, c'est que on s'est regardé, on s'est dit, mais qui sont ces gens? Euh, la force des médias sociaux à l'époque, Facebook notamment, on était très Facebook, je sais pas si tu te souviens, 7-8 ans, Instagram, ça devait exister, mais c'était très américain. Ouais, puis c'était juste des photos, il n'y avait pas... Voilà, donc on a fait ça. En plus, on s'est dit, mais comment ça s'est répandu? Et les gens, ils sont inscrits à l'event. Et puis, en fait, ça a commencé comme ça. Et puis, au bout du 2 ou 3e, les gens nous demandaient quand est-ce que c'est le prochain. Et là, on s'est dit, on a mis le pied dans quelque chose. Et tu peux plus faire machine arrière, en fait, Vous parce que avez les gens, ils t'attendent. quel sentiment à ce moment-là avec Jérémy? Fier, content, perdu, Euh, motivé, ouais, excité? excité. Tous les mois, il y avait de l'adrénaline. Tu vois, il fallait qu'on trouve le lieu d'arrivée de notre ride. Il fallait qu'on aime bien faire les choses. Moi, je suis un peu perfectionniste, donc j'avais pas envie de faire des trucs à l'arrache. Voilà, je voulais une présentation, je voulais un thème. Le thème, bah, c'était le côté, bah, on te donne 1 heure de rendez-vous, un point de rendez-vous, et tu sais pas par quelle route tu vas passer, par où tu vas et où tu vas. Et ça, vous vous rappelez comment ça vous est venu, cette idée-là? Franchement, je peux même pas te dire. Ouais, non, c'est Non, pas. je sais pas. Je sais C'est pas. parce que ça reste, enfin, ça fait quelque chose que vous créez tout de suite, mais il y a une vraie identité. Un ride mystère, un lieu de Ouais, fin, peut-être. un point de départ pas connu des participants, si ce n'est. Bah, en fait, je pense qu'il y a le côté, on voulait pas faire ce qui. Alors, ça se faisait pas à Lyon d'une part, mais si ça se faisait, c'était des rassemblements, des week-ends, des trucs, Les gros events. des gros events, etc. Ou des gens qui roulaient, on se donne rendez-vous là, on va rouler, et on s'est dit non, on veut une petite touche un petit peu différente, on veut quelque chose d'original qui vont attirer les gens. Juste, Aucune inspiration de, je sais pas, un autre pays, quelque chose que vous voyez. euh, sans doute quelque chose qu'on a vu, c'était peut-être même pas dans la moto. Je te le redirai peut-être après le podcast si je m'en souviens, et je pense qu'en creusant, je peux m'en souvenir. J'ai dû voir ça peut-être dans quelque chose. J'imagine quelque chose qui m'a inspiré, et puis je l'ai remodelé pour le côté bécane.
Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis bah après en fait tous les mois il y avait, comme pour revenir à tes questions, il y avait cette adrénaline. Il fallait, on avait une petite com, un petit design avec un peu visuel très marquant qu'on faisait à chaque événement sur Facebook. On avait fait des petits goodies tout de suite, des stickers, des badges. Voilà, un peu, on était vraiment dans ce côté-là. Les gens, ils s'identifiaient finalement très rapidement, et ça nous a vachement surpris. Et ouais, il y a peut-être une fierté. On se dit, putain, on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose, et finalement, les gens, ils nous attendent, quoi. Et là, c'était gratuit. Donc en plus, tout ça, là, j'imagine que vous mettez votre propre argent pour créer tout ça. C'est Et... exactement ça. C'est-à-dire que les gens, ils s'inscrivent sur Facebook, c'est totalement gratuit. On voulait que ça soit le plus simple possible. Les seules choses qui payent, c'est quand ils arrivent sur place, sur le food truck, le lieu qui nous accueille, ils vont payer leur conso et puis l'apéro. On s'est vite aperçu qu'il fallait changer le modèle après, parce que pour d'autres raisons. Mais c'est pour ça que ça tenait, que c'était très cool et très, très famille en fait. Les gens du début revenaient, et il y avait une communauté de 25-30 mecs et nanas, euh, très forte, très soudée tout de suite. Et je sais que moi, ma fierté, c'était de me dire, putain, il y a des gens qui seraient peut-être jamais rencontrés si on n'avait pas fait ça. Et il y a des personnes autour de nous, il y a encore peu de temps, qui nous ont dit, mais ouais, mais on se connaît à cause du Pocargo numéro 2, numéro 4, numéro 1, et des gens qui vont rouler ensemble, qui sont potes maintenant. Et c'est pour ça qu'on le faisait. C'était pour ça, c'était pas pour parler de mécanique pendant 2 heures, c'était le côté, voilà, on se retrouve, et en fait la moto est un prétexte. Mais c'est vrai que moi, je suis arrivé beaucoup plus tard pour mon expérience personnelle des Pocargo. Je suis arrivé beaucoup plus tard. Mais je pense que la première chose qui m'a surpris, aujourd'hui, quand tu fais n'importe quel event, selon si tu es avec un groupe ou tout seul, c'est pas toujours évident le contact physique, c'est plus. Aujourd'hui, on envoie des mails ou on écrit sur Instagram. Donc, c'est vrai qu'on a plus. L'approche physique n'est plus comme avant. Ouais. Et c'est vrai que sur les Pocargo, ça m'avait marqué mon premier Pocargo où plein de gens. Alors, il y a aussi quelque chose qui aide beaucoup, c'est que les gens, selon les affinités visuelles ou de marque, vont venir voir ta moto et vont venir te dire, ah, elle est belle ta bécane, machin. Donc, ça coupe une première barrière, on va dire, parce que la moto rassemble les gens, et ça, on le sait depuis longtemps. Donc ça, c'est sûr, mais ça m'avait marqué. J'avais discuté avec énormément de personnes et j'étais rentré le soir, vraiment en me disant, je me rappelle, ça fait du bien. Quand on est pris dans une semaine de travail où on n'a que des liens, on va dire, professionnels, où voilà, on discute de boulot selon ce qu'on fait, et c'est vrai que ça m'avait plu. Et je pense que c'est une force des Pocargo. Ouais, et puis c'est vrai qu'on le faisait le jeudi soir, on avait pensé le truc pas trop mal finalement. On s'était dit, on veut surtout pas empiéter sur le week-end des gens. Le vendredi, bah ça peut être le départ en week-end où tu vois la famille ou les potes, et en fait on s'est dit le jeudi soir c'est idéal, 19h après le boulot, donc c'est pour ça que ça s'appelait aussi les after-work. C'est que les gens, ça leur grille pas une cartouche du week-end, et en fait ils l'attendent, ils se font plaisir et ils font des rencontres. Et puis bon, au-delà de ça, maintenant on organise je sais pas quand est-ce que va sortir le podcast, mais là on va être au 27e. Depuis toutes ces années, j'arrive toujours pas à le croire, et il y en a plein, je me souviens peut-être même plus où c'était. Et il y a un réseau autour de ça, même de professionnels, de gens qu'on a dans notre carnet d'adresses pour des relations hors moto, même maintenant. Donc voilà, le réseau, le face-à-face, les rencontres, il y a que ça de vrai. Surtout maintenant, 8 ans après le premier, où c'est encore plus vrai maintenant en 2023. Des souvenirs marquants sur les premiers? Parce que, donc, si je prends la chronologie, vous faites des Pocargo, c'est comme ça donc, que se crée le lien avec Thibaut, qui nous avait expliqué un petit peu, lui, son entrée dans Cargo, qui était assez marrante aussi. Et, et du coup, toi, après, tu pars en voyage. Donc, Ouais, il y a combien de Pocargo? Est-ce qu'il y a des souvenirs sur ces premiers Pocargo? Est-ce qu'il y a des choses marquantes ou des choses qui t'ont vraiment, que ce soit bien ou pas bien, mais des choses qui t'ont vraiment marqué? je fais juste une parenthèse importante, en fait, rapide. En fait, c'est qu'on a quelqu'un qui s'appelle Demise dans notre entourage, qui organisait par ses propres moyens le Gentleman's Ride juste avant les Pocargo. Et en fait,
On a aussi, on a participé à un de ces événements-là en 2012 ou 2013, ça devait être le numéro 1 ou numéro 2 dans le monde. Lui, il a mis énormément de force là-dedans. Et en fait, on y est allé et en fait, on a vu cette communauté-là. Et je donne beaucoup de crédit à Domis que j'ai pas cité et parce que les lauriers lui reviennent aussi sur certains trucs parce qu'il nous aidait dans les pots cargo à l'époque. J'en ai pas parlé parce que c'était pas notre associé après, mais c'est lui aussi qui était moteur du truc. Il nous a aidés et puis quand on a lancé Cargo Cult, il se dit ah ben c'est très cool. Moi j'avais pas avoir toujours le temps de m'en occuper tout le temps. Lui il était père de famille aussi à l'époque et du coup nous a beaucoup aidé avec Jérémy sur la reconnaissance etc. Et, Alors, je fais une parenthèse aussi ouais. pour aussi du coup remercier Domis, du coup qui est auditeur du podcast Ouais. depuis le début et qui pour le prochain Pocargo, en ce moment j'ai pas de moto parce qu'elles sont tout en réparation ou en Ils t'en prêtent une? modification. C'est pas vrai. Il voulait m'en prêter une. Ok. Du coup, donc j'ai un autre copain qui va m'en prêter une et comme on se connaît pas encore avec Demis, mais il m'a écrit sur mon Insta pour me prêter une moto et j'ai trouvé ça C'est le milieu motard, quoi, tu vois. fantastique. Voilà, donc On est dans ce milieu-là et Domis. petite dédicace pour l'histoire que tu as avec Demis et moi un grand remerciement d'être auditeur déjà et de m'avoir proposé cette aide. Voilà, donc ouais, je voulais quand même lui donner du crédit à Demis parce que quand même c'est lui aussi qui a initié cette impulsion un peu moto vintage néo-rétro avec le Gentleman's Ride à Lyon et Cargo Cult en est aussi une ramification, j'ai envie de dire. Après, on a pris des chemins différents. Professionnellement, etc. Après, on a toujours enfin, on se voit, c'est un pote et avec grand plaisir et on adore le recevoir chez Cargo. Et donc, du coup, pour finir, ouais, donc on finit la saison 1 des Pots Cargo en 2015 et moi, mon projet de partir à l'étranger, il est déjà établi depuis un moment. Tous les gens avec qui Jérémy Domis, ils le savent, hein, que je pars et j'aurais jamais pensé que ça prenne ce tournant-là. Et en fait, eux, pendant que je suis à l'étranger, ils continuent de le gérer avec Thibaut, justement, qui prend beaucoup plus d'importance dedans. Moi, je gère la com à distance, c'est du digital, donc je fais toujours les événements, je reste connecté à eux, etc. Je suis plus physiquement là, mais je garde complètement un pied dedans. Et du coup, voilà, ça continue comme ça. Puis après, quand je rentre, finalement, il y a toujours les pots cargo qui continuent, et puis la création de cargo culte physique. Combien d'années du coup tu es parti? Je suis parti quasiment 1 an et demi. J'ai fait 1 an en Australie, et puis après, je sais plus, 4, 5, 6 mois Ça en fait Asie. combien de Pocargo par saison à peu près? On faisait de avril à août, généralement ça en fait 4. Voilà. Étant donné qu'on faisait ça le soir, on voulait pas rouler de nuit, donc on le fait voilà, à partir du printemps pour pouvoir rouler un petit peu au coucher de soleil, quoi. Et puis pour pas être trop dépendant de la météo. Donc de avril à août généralement. Ok, ouais, donc ouais, il y a une saison et demie qui se passe où tu es à distance et que tu gères toi plus la com, quoi. Ouais, il y a une saison, toute la saison 2016 en fait, où je suis à distance et après la saison 2017, je suis sur place parce que je reviens fin 2016, toute fin 2016 en France. Voilà. À ce moment-là, donc tu rentres. Donc je suppose dans ton, enfin on avait eu un peu cet écho-là par Thibaut, mais c'est un peu dans ton voyage que tu intègres un peu le coffee shop peut-être en Australie où tu vois que ça marche beaucoup. Ouais, moi je pars à l'étranger, donc je suis avec Audrey, donc ma compagne. Mon projet à deux, on met du temps à l'établir pour synchroniser un peu nos vies à ce moment-là, mais on arrive à sauter dans un avion, avoir un visa. Saut dans l'inconnu, on vend la moitié des objets dans notre appart pour financer un petit peu notre départ, on rend tout, on met 2, 3 meubles chez les parents, on n'a plus rien en France, on n'a plus d'attache, on n'a plus de contrat, on n'a plus de fiche de paye, saut dans l'inconnu. Là, on est relativement âgé pour ce genre d'expérience, on part, on a 29 ans, suffisamment d'expérience pour partir à deux et savoir que ça va tenir et pas trop tard non plus. Voilà, un tournant de notre vie. On part là-bas. Ouais, je te passe tous les détails parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais sensation de liberté totale. On a acheté un van, un vieux Toyota i-Ace, c'est les Volkswagen Combi de Toyota de 81. On roule, on fait 10 000 km dans le Queensland et sur la côte est avec. On dort dedans. Une vie totalement qui coupe totalement avec ma vie d'avant.
Euh, Liberté totale, plus aucune contrainte. Tu rends compte à personne. Tu n'as plus les impôts, t'as pu lier au système français. Et là, je pense que moi, mon état d'esprit, c'est comme ça que j'analyse. En fait, il a une créativité qui se met en route sans qu'on lui demande. Et en fait, moi, je m'abreuve beaucoup de ce que je vois, des gens que je rencontre, des atmosphères où je vais. Et j'ai un énorme coup de cœur pour Melbourne, qui est la deuxième plus grande ville d'Australie, où je vis là-bas dans une coloc. On est 18, des Américains, Pakistanais, Coréens, Français, Américains. Fou, période complètement folle. On fait tous les métiers, etc. Et en fait, là, il y a un milieu de la moto. Il y a des Repair Café là-bas. Il y a des concepts complètement anglo-saxons qui sont totalement normaux là-bas, autour du coffee shop, autour de la bière, autour des lieux de convivialité dans leur ensemble, que j'ai jamais vu en France, en fait, où on est très étiqueté, on est très limité par les espaces disponibles, notamment dans les grandes villes comme Lyon ou Paris. Donc la créativité, elle est assez limitée finalement. Puis il y a une histoire en France, hein. L'Australie, c'est un pays jeune, entre guillemets, avec la colonisation, donc ils sont très très ouverts, très artistes, une densité de population très faible, donc le moindre espace fait des centaines de mètres carrés. Donc là, en fait, je vois des concepts incroyables. Je me dis, voilà, des boutiques d'architecture avec des cafés au milieu, des motos, des gens qui se rencontrent, des gens qui ont une esthétique, une vie créative, de l'ébullition. Et puis en fait, je pense que moi, je me mets en marche. En fait, mon cerveau, il se dit, mais en fait, moi, je veux vivre dans cet esprit-là, dans cet état d'esprit. Je sais pas comment, mais je veux créer quelque chose autour de ça. Et puis, en fait, à force de rencontres, il y a Cargo Cult qui existe toujours. Un matin, je me dis, j'ai envie de faire quelque chose autour de ça. Et puis de façon naturelle, en fait, à un moment, j'ai connecté, je me dis, ça serait peut-être pas mal d'avoir un lieu de convivialité, un lieu de vie. Je l'appelle pas bar ni coffee shop, en fait. Je veux juste un lieu de rencontre, un cargo culte qui existe, mais physiquement, avec un lieu, avec une adresse. Et là, on se dit, dedans, après, on met ce qu'on veut. On peut mettre un coffee shop, on peut mettre un bar, on peut mettre un Repair Café, on peut mettre un atelier de bécane, on peut mettre une salle d'exposition, on peut mettre du tatou, on peut tout imaginer. Et je me dis, ouais, coffee shop. Je me passionne pour le café aussi là-bas, parce que là-bas, c'est un milieu qui est très fort. Et puis après, on se dit coffee shop, atelier moto. Vas-y, on fait ça. Là, c'est des premiers pas dans l'entrepreneuriat, on est d'accord. T'as jamais de structure, de Non, société, voilà, j'ai jamais eu de société. Après, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête, je savais que la vie de salarié, c'était pas pour moi. Je le savais depuis toujours. Et quand j'ai quitté mon job avant l'Australie, euh, j'avais vraiment un bon poste dans une agence comme événementiel. J'aurais pu y rester des années, mais en fait, c'était peut-être trop de confort. Je sais pas. Ça m'a appris plein de choses, mais ça me faisait pas kiffer. Ça me faisait plus kiffer. Je voulais vraiment faire les choses par moi-même et être vraiment grisé quand je me lève le matin pour m'écouter moi et puis faire les choses que je veux, quoi. Construire quelque chose. Pour moi, c'est une suite logique. Je pense que déjà la création des Pocargo, C'était, je te coupe, mais c'était presque ça. C'était déjà un début d'entrepreneuriat c'était de gratuit, mais c'était un peu ça, l'entrepreneuriat. quoi. Ouais, c'est ça. Faut Ouais. créer. Enfin, ça demande en tous les cas des qualités et ça demande la mise en œuvre comme de l'entrepreneuriat. Donc ça, C'était c'est ça. Il sûr. n'y avait pas de notion d'argent, simplement. On va passer toute la période de création et de mise en place parce qu'on l'a déjà vu avec Thibaut. C'est très long. Ouais, je pense que c'est très long et je pense que enfin, en tous les cas, c'était très intéressant sur le point de vue de Thibaut, même si vous êtes complètement différents. On va peut-être résumer, enfin, je vais peut-être te demander toi ton ressenti en tous les cas sur cette période-là, pas d'expliquer vraiment les faits, mais plutôt toi comment tu l'as vécu en tant que co-gérant, en tant que Jean, voilà, par rapport à ce que tu avais vu peut-être du coup d'inspiration anglo-saxon et la mise en place et aujourd'hui si t'es Je vois à peu près où tu veux en venir. Entre l'idée que tu te fais d'un idéal, d'un projet, et l'idée réelle de ce que tu mets en place qui existe physiquement, et le dernier volet qui est de dire comment ça peut marcher et comment ça tu peux en vivre, c'est trois mondes différents. Nous, on était parti d'un projet gros comme ça.
Et en fait, ben, après, quand tu es derrière tes tableaux Excel, derrière tes contraintes, ben, en fait, tu affines, tu fais la méthode de l'entonnoir, tu te dis, en fait, là, on a été trop gourmand, là, ça pourra pas marcher, tu as les contraintes de ton local, etc., puis la contrainte de ta clientèle. Donc, entre l'idée qu'on a idéaliste, naïve, au bout du monde, et l'idée de cargo qui marche maintenant, pour te la faire courte, en fait, si tu m'avais dit cargo, c'est ce que tu es maintenant, peut-être que j'aurais dit non. Voilà. Alors qu'en fait, c'est ce qui se passe, c'est super cool. Mais en fait, il faut savoir faire évoluer un projet, et ton projet évolue en fonction de toi aussi. Il faut jamais s'arrêter à je veux faire ça, et je veux y aller à fond quoi qu'il arrive. Il faut garder ligne directrice, mais il faut être hyper agile en fait sur. Je pense encore plus quand tu as des inspirations qui viennent d'un autre pays. Ouais, il y a de ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pas s'arrêter en disant ça marche dans un autre pays, je veux faire pareil. En fait, à partir du moment où on commence à poser les premiers jalons de cargo culte, qu'on a les clés du local et qu'on pose notre concept, notre réflexion a déjà énormément bougé. L'atelier moto prend moins de place parce qu'on sait que c'est peu rémunérateur et que ça va être très compliqué d'en vivre, et en plus ça demande beaucoup de surface. Donc on se focalise aussi sur le côté convivialité qui nous amène du trafic, et on veut du trafic mixte. Mix, c'est pas genre des mecs et des nanas, c'est moto, pas moto. C'est dans un monde qui, voilà, les gens, ils viennent chez nous, ils aiment bien juste l'environnement, ils aiment bien la convivialité, ils aiment bien la décoration, ils aiment bien l'ambiance qu'on a apportée, ils aiment bien la musique, voilà, qu'ils soient motards ou pas. C'était vraiment la jeunesse du projet. On veut accueillir tout le monde. C'était vraiment ça. Et ça, je dirais que c'est la seule chose qui n'a jamais changé dans Cargo Cult. C'est vraiment ça. C'est après, on a mis le curseur un peu plus moto, un peu moins, un peu plus la réalité avec le Covid qui est arrivé. Moi, j'ai une période où j'ai été papa à peu près en même temps, où j'étais au fond du trou. C'était très compliqué. Mais en fait, on a toujours voulu réunir des gens autour de la moto, de l'art de vivre autour de ça, qui était toujours un prétexte, mais pas que. Moi, ma plus grande fierté, c'est de dire, bah, en fait, on a un lieu qui a un grand loft, qui pourrait être notre appartement à Thibaut et moi, presque. On l'a fait comme si c'était chez nous. Et en fait, les gens ils nous disent, mais en fait, on se sent bien chez vous, c'est agréable, votre carte, elle est cool, votre staff, il est top, on adore venir, mais ils arrivent même pas à le matérialiser. Et ça, moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir. De me dire, en fait, j'ai réussi à faire un lieu où les gens se sentent bien, viennent et reviennent. Ça, c'est vraiment la ligne directrice. Autour de ça, bah, en fait, tu bricoles, hein. Tu fais un peu plus de moto, tu te dis, bah, il y a le Covid, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu te retrousses les manches, tu réfléchis à ce qui va pas, tu adaptes. Voilà, je pense que La vie d'un entrepreneur. ouais, la vie d'entrepreneur, et en fait, c'est quand tu es devant la réalité des choses financières, et que en fait ta vie commence à dépendre de tout ça, et que tu te lèves le matin, tu te dis oula, comment je vais bouffer ce mois-ci, comment je vais m'en sortir, quand tu commences à dire je vais vendre des trucs qui sont chez moi, des objets, des motos, parce que sinon je vais pas pouvoir finir l'année. Voilà, et ça te construit à une vitesse que rien pourra te construire aussi vite que ça, que la réalité des choses et des événements qui arrivent, positifs et négatifs. Donc c'était pas forcément, enfin forcément l'idée du départ n'était pas forcément celle d'aujourd'hui. Par contre, celle d'aujourd'hui, comment tu C'est une évidence. Mais en fait, celle du début, c'était un hyper café, on va dire un atelier do it yourself de Bécane, avec des cours, avec du coaching, ou avec des gens en autonomie, avec un côté très coffee shop, très développé. Il n'y avait pas spécialement de notion de bar. Il y avait aussi de l'événement. Et en fait, tu te rends vite compte que bah, les gens, ils sont disponibles le soir. Donc, quand tu es disponible le soir, il faut être un bar, donc il y a des ouvertures plus tardives, bah, servir évidemment de la bière et de l'alcool, parce que c'est ça aussi, on va pas se le cacher, qui réunit les gens après le boulot. Et ben en fait, dès qu'on a mis en place cette partie bar, euh, là, on a la V2 de Cargocult qui est arrivée avec une nouvelle clientèle, une nouvelle impulsion, et puis une sérénité. C'est-à-dire que là, bah, on a dit, OK, le soir, quand tu regardes autour de toi, que tu as 50, 60, 100 personnes, je dis, bon, OK, on a traversé quelque chose, là, on commence à se dire, ça y est, il y a une vraie régularité, on peut commencer à se dire que ça roule. Ça met du temps, mais voilà, je pense que notre concept, il a mis du temps à se mettre en place, et ça y est, là, il est équilibré, j'ai envie de dire. Il est équilibré. à côté, ce que tu nous as dit que tu faisais aussi un petit peu, pas, on va pas parler pendant une heure de ça, mais tu nous as dit que tu avais une autre activité aussi à côté. Ouais, en fait, j'ai toujours baigné dans le milieu
Ouais, de la com créative, sans aller dans le côté artistique, mais j'ai toujours baigné dans la musique. Mes parents sont un peu artistes dans l'âme, musique, sculpture, bouquins, BD. J'ai toujours baigné là-dedans, dans un univers très graphique. Et en fait, pareil, en autodidacte, comme tout ce que j'ai fait dans ma vie, la musique, l'entrepreneuriat, le côté graphique, mais en fait, je l'ai fait tout seul encore une fois naturellement. Je me force jamais à faire les choses et en fait je me suis rendu compte qu'à un moment, bah, je créais des logos, je créais des chartes qui me faisaient kiffer pour moi-même, pour Cargo. Et puis en fait j'ai des potes qui me disent ah tu peux m'aider sur ceci, sur cela. Ok, tu le faisais gratuitement. Puis en fait tu te rends compte qu'à un moment il y a des gens qui te disent bah, que tu peux en faire ton métier. En tout cas c'est une activité annexe qui est devenue un de mes métiers maintenant, qui est que du bonus. C'est-à-dire que j'ai le luxe de pouvoir choisir mes clients, qui sont souvent mes potes, et mes projets. Je fais que ce qui me plaît. C'est-à-dire, si j'ai pas le temps, parce que Cargo Cult m'occupe énormément, bah, je vais décliner. Et puis si j'ai un peu plus de temps, que ça me fait kiffer, ben, j'y vais. T'as quelle structure, du coup, pour ça? Je suis auto-entrepreneur, tout simplement. C'est le plus simple. Donc, j'ai bossé pour notre torréfacteur avec qui on bosse pour Cargo Cult. J'ai bossé pour des potes qui sont dans ce milieu-là, à droite à gauche. Martin Moteur, que tu as interviewé il y a peu de temps, c'est moi qui ai fait son logo, sa charte graphique. Ça me fait énormément plaisir. Voilà. Et puis il y a des hauts, des bas. Des fois, j'ai quasiment pas de boulot pendant 2, 3 mois. Puis des fois, je suis à fond pendant un mois. Et ça, c'est pareil, c'est naturel. Je me pose pas trop de questions. C'est comme ça vient. Mais ça me passionne. Par contre, je pourrais pas ne pas en faire. Et je m'occupe aussi, un détail important, du côté visuel, on va dire charte graphique, communication, en grande partie de Cargo Cult. Voilà. Donc, co-gérant, auto-entrepreneur sur la communication, papa, c'est aussi notre C'est aussi un énième métier, ouais, ouais, ouais. métier. Donc, ça fait Plusieurs casquettes, ouais. plusieurs casquettes. La vie de gens aujourd'hui est, je suppose, bien remplie. T'arrives à... Elle est bien remplie. Je suis papa. Cargo Cult ouvre en janvier, février. En octobre, je suis papa. Dans le dur. Parce que Cargo Cult, c'est un peu la galère. Faut pas se cacher. Et du coup, ben, là, c'est que des compromis. Là, c'est que des choix. Tu te lèves le matin, tu choisis entre la peste et le choléra, hein. C'est bon. Allez. Et puis après, ben, il y a le Covid qui arrive, donc je vais pas m'étendre dessus. C'est une période compliquée, qui est dure. Moi, je prends des projets en auto-entrepreneur pour arriver un petit peu à m'animer et puis à prendre, bah voilà, un petit peu un minimum d'argent, arriver à en vivre pendant tout ça. Je m'occupe beaucoup de mon fils, Félix, avec Audrey. Et puis après, bah, quand ça va mieux, difficile à dire. Toi, t'es passé par là aussi. Ta vie, elle est très remplie. Tu regardes ton agenda le matin pour savoir à quelle heure tu es où, quoi. C'est plus pareil. Le temps, il est plus élastique. Quand tu finis à 17h, tu finis à 17h parce que tu as des obligations derrière. Et puis là, bah maintenant, il a 3 ans et demi. Donc là, c'est génial. On C'est reprend un peu génial. d'autonomie. Tu reprends un peu d'autonomie. Moi, les choses que j'ai vraiment mis en stand-by, c'est vraiment les voyages. C'est une immense passion là, depuis toujours. Et puis l'Australie, l'Asie du Sud-Est, on a tout fait, voilà, en pirogue, en bateau, en bus, un mois en Inde, à voyager à droite à gauche, à louer des motos là-bas. Enfin, moi, c'est mon plus grand bonheur de le faire avec ma compagne. Et là, depuis peu de temps, on commence. Voilà, ça y est, à pouvoir reprogrammer des choses un peu plus au bout du monde, envisager tout ça. Voilà, je dirais, t'es cadenassé pendant 2 ans et demi, 3 ans, et puis après, c'est très, très cool. Ok, cool. Euh, sur les motos, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme moto? J'ai un Triumph Scrambler, les précédents, la R, que je suis un peu de trafiquer, qui est un peu ma moto. Euh, Moi, j'ai pas besoin de moto utilitaire, donc c'est un peu ma moto couteau suisse, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de ma moto au quotidien. Ouais, je crois que tu as une moto chez Martin Moteur. J'ai une moto, ouais, ouais, on peut dire que j'ai une moto un peu ancienne. J'ai un XS de 76 qui est en train de vieillir chez Martin Moteur. J'aimerais bien trouver du temps pour arriver à la redémarrer, rouler avec.
Malheureusement, j'en manque un petit peu et puis, bah, moi, comme je t'expliquais, quand je fais les choses, j'aime bien y aller à fond. Donc si j'ai pas un vrai moment et une vraie séquence pour m'en occuper, je vais pas me lancer dedans. Donc, elle est hébergée là-bas, je sais qu'elle est entre bonnes mains et puis un de ces 4, elle redémarrera et puis, je roulerai un petit peu. Ok. Ouais. Mais la moto, je dirais que depuis que j'ai Cargo Cult et que je suis papa, elle est très en retrait. Le côté utilitaire, je vis à 2 pas en fait de là où je travaille, donc je n'ai pas ce côté où j'en ai besoin au quotidien. Au quotidien, c'est vélo, skateboard et piéton principalement. Elle te Euh, la- sert au pot cargo. et encore une fois, voilà, la moto, c'est pour les voyages quand je pars en road trip avec les potes, les pots cargo et puis les week-ends entre potes quoi. C'est principalement ça reste un plaisir. Et c'est ça que j'aime en fait dans la moto, c'est que c'est un jouet. Je vais pas en avoir besoin pour me déplacer dans mon quotidien. Voilà. Là, t'arrives encore certains jours où tu peux avoir du off à te dire, je prends la moto, je vais rouler, même tout seul ou. Honnêtement, c'est rare. C'est vrai que j'ai un agenda qui est bien rempli. Quand j'ai du temps qui se libère, ça va vite être boulot, ça va vite être projet, ça va vite être des choses que je vais faire avec ma compagne pour rattraper un peu ben, le temps où voilà les débuts de la parentalité. Donc on voyage, on va à droite à gauche, on fait des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire. Donc la moto, elle est quand même très en retrait. Ça te manque? Très en retrait. Non, parce que c'est des séquences. Je sais que je vais y revenir beaucoup plus. Là, on se programme tous les ans des road trips en Auvergne, Oasis Experience, que je pense que tu connais. Ouais, bah je l'ai jamais fait et Thibaut l'autre jour m'a dit c'est bon cette année tu viens avec nous, tu dors avec nous, tu dors avec nous au bungalow et On va te bâillonner, tu vas venir ouais, avec nous, mais voilà, ouais. c'est vrai c'est un peu une habitude, une tradition maintenant avec Cargo. On a fait quasiment toutes les éditions sauf la première. Cette année en 2023, c'est la dernière. On a déjà booké, on va y aller. C'est un beau moment, c'est pas loin de Lyon et puis. C'est la dernière sur ce lieu. Apparemment, oui. Voilà. C'est la dernière édition sur ce lieu ou pas. J'ai pas plus d'infos, je t'avoue. Ah, ok. Je sais Ah, pas. c'est peut-être la dernière. Je sais pas. D'accord. Je me suis pas renseigné. C'est possible qu'il déménage sur un autre spot. J'avais cru comprendre ça, mais C'est, ça- je suis pas sûr des informations. c'est très probable, ouais, qu'il change de lieu et qu'il garde le concept. Donc du coup voilà, après moi j'aimerais bien me faire la Norvège, j'aimerais bien partir en Inde ou en Thaïlande, en Bacon. C'est peut-être des projets plus tard quand mon fils sera plus grand. C'est voilà, je suis pas pressé. Je suis pas pressé, la vie est encore longue, j'ai plein de choses encore à faire. Ok, c'est cool, c'est cool. Euh, Bah merci. Ça fait 1 heure et 2 minutes qu'on papote. Ça passe vite. Ça passe vite. Ouais. Donc voilà, c'était intéressant pour moi d'avoir, euh, surtout sur la genèse, je trouvais que c'était intéressant. J'avais envie de comprendre comment ça s'était créé. Donc je pense que je l'ai compris. Euh, c'est assez rigolo parce que t'as, t'as tout un monde qui s'est créé autour de la moto. Et pour autant, quand on t'écoute, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus passionnés que toi Ah mais complètement. et beaucoup plus investis et beaucoup plus sont allés beaucoup plus en profondeur. T'as toujours un détachement assez. Pour autant, ça fait partie de ta vie, mais tu as un détachement et aujourd'hui, tu as créé toute une entreprise et tout quelque chose d'important. C'est marrant, c'est étonnant, mais enfin, je pense que enfin, que ça te représente beaucoup en fait, que tu es comme ça. En fait, je me décris beaucoup comme quelqu'un qui a aucune passion. J'ai énormément d'affect avec plein de choses. La bagnole, la musique, tout le monde autour des histoires de la musique des années 60-70, autour de la création. J'ai plein de passion. Enfin, non, justement, c'est l'inverse. J'ai plein de choses que j'aime, mais je considère aucune de ces choses-là comme une passion. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des gens autour de moi qui sont tellement férus d'une chose, beaucoup plus que moi, que là, je me dis, ok, ces mecs-là, ils sont passionnés. Moi, j'adore le pendant de chaque chose, mais en fait, quand je rentre trop dans quelque chose à l'extrême, j'ai presque envie de dire que ça va me rebuter. Donc, j'aime bien prendre ce que j'adore dans plein de petites choses, dans plein d'éléments autour de moi, et de me construire mon univers avec ça. Je vais pas, tu vois, la moto. Et c'est là où il y a la grande nuance avec Thibaut et moi. On en parlait il y a encore pas longtemps.
Il me disait: «Ah ouais, t'as vendu une de tes bécanes, pour, mettre de l'argent dans le cargo à un moment. Moi je ferais pas ça et tout, bon je suis incapable». Alors lui, là, je sais plus, il a 8 ou 10 brels, et moi, ça reste un objet, la moto. Ça reste un objet et au-delà de ça, la moto est un prétexte. Moi, au-delà de ça, c'est le côté, le voyage et ce que ça me procure comme sensation, la liberté, plus que l'objet mécanique. Évidemment, j'ai énormément d'affect pour ça, mais si demain tu me dis: «Ben, il faut que tu vendes tes motos pour partir en road trip avec la moto de n'importe qui pendant un mois en Argentine, en Inde ou en Thaïlande», je signe tout de suite, quoi. J'ai pas du tout cet affect-là. Moi, ça me plaît parce que ça peut aussi attirer et, et montrer un autre visage aussi. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme toi. Il y a plein de gens qui aiment les motos, qui trouvent ça très beau, qui peuvent être motards, Mm. mais qui n'ont pas non plus. Ils vont pas faire une story où ils font un bisou à leur moto avant d'aller se coucher. Ouais, non, ça, Donc, ça, c'est clair, c'est pas moi, ouais. donc Ouais. voilà. Donc et encore une fois, moi, pour Dealer de Wheels, ce que je veux, c'est transmettre différentes émotions et différents portraits de personnes. Et je trouve ça super cool d'avoir aussi quelqu'un qui aime la moto, mais comme tu dis, qui est pas un passionné Je vais à pas, 3000%. voilà, je vais pas me lever le matin en pensant moto, en respirant moto. J'ai trop de choses, je pense, dans ma vie autour de ça. J'ai plein de priorités. Alors peut-être qu'à un moment ça reviendra. Tu vois, je pense à un projet. Bah évidemment, comme tout le monde, j'aimerais acheter la moto de mes rêves, la customiser comme je veux, avoir mon garage. Je suis dans une séquence de ma vie où c'est pas le cas. J'ai un petit appartement, j'ai pas. Alors tu vas me dire, j'ai l'atelier de cargo, mais j'ai pas spécialement le temps pour l'instant. Ça va peut-être arriver à un moment où je me dis, bah tiens, ça y est, j'ai les moyens, je m'achète la bécane de mes rêves, je la trafique comme je veux, mais peut-être que ça n'arrivera pas. Voilà, c'est pas un projet en soi. Je dirais que c'est un bonus qui peut arriver à un moment ou à un autre. Ça reste pour moi un objet qui est incroyable et qui procure des sensations. C'est avant tout ça. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve ça super cool et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi dans le milieu de la moto qui se retrouvent dans ce discours que tu as et je trouve que c'est important de les mettre aussi en avant. Il y a Puis je pense que pas. ça relie aussi ce qu'on a fait dans les pots cargo, c'est qu'en fait, on s'est jamais dit grand-chose sur le concept, mais au final, on a des gens de tout type de moto, du trail, du scooter, Lambretta, Vespa un peu vintage, un peu marrant, des engins un peu modifiés, de la Harley, de la Ducat, des néo-rétro, du Café Racer. Et en fait, tout cet univers se parle et se côtoie sans aucun jugement. Et pour finir, je pense que ce que j'aime pas dans l'univers moto, c'est le côté trop extrême. Ce que je te disais, c'est le côté, ah ouais, toi t'as une japonaise, toi t'as une américaine, toi t'as ceci, toi t'as des carbus, toi t'as une injection. Ouais, moi ça me dépasse un peu, quoi. Je pense que le prétexte qui est cool, c'est de rouler ensemble, se faire plaisir, et puis encore une fois le social, la rencontre, quoi. La moto, je le dis tout le temps, en fait, la moto c'est un prétexte et c'est un super réseau social. C'est marrant parce que je pense que les origines de la moto étaient plutôt à ça. Après, je pense qu'on a une société qui divise. Donc, on a des réseaux sociaux qui divisent, on a tout qui est fait pour. Donc, je pense que le choc des deux a forcément créé. Mais au final, quand tu vas sur un rassemblement, que ce soit un gros, un petit, ou que tu rencontres des motards, souvent, les choses se passent bien. C'est rare que tu Bien croises sûr. quelqu'un dans la rue qui te crache dessus parce que Bien tu as sûr. une Harley et que lui, il déteste les Harley, il préfère les Indian. Bon, après, voilà, ça peut être des questions subjectives, hein, de goût, quoi que ce soit. La plupart du temps, après, bon, voilà, c'est sûr que si on regarde sur les réseaux sociaux, tu as une justice sociale qui est un peu différente. Mais moi, ce que j'aime, c'est le contact avec les gens. Donc, c'est ce qu'on vit à Pocargo et c'est ça qui me plaît. Et là, c'est des gens qui sont vrais. Parce que si t'aimes pas ça, tu viens pas. Et ça, c'est plutôt cool. Exactement. C'est des gens qui se ressemblent qui viennent. Ce que tu as dit juste avant sur le garage et l'éventuel prépa va me permettre de rebondir sur ma dernière question que j'ai inaugurée avec Adil et qui va être maintenant la fin à chaque fois. Donc déjà, première question, injection ou carbu? Comme je te disais, moi, j'ai pas de préférence. Si là, tu dois choisir. Non, j'ai eu deux motos. Moi, je dirais, tu sais pourquoi je dirais injection? Parce que je suis dans une vie de praticité. Mais pas de souci. Voilà. Ok, donc je te donne le budget illimité aujourd'hui pour Ouais. t'acheter la moto de tes rêves en injection. Qu'est-ce que tu achètes?
Pour le coup, la moto que j'achète, c'est pas une injection. Non, ça n'a pas de lien, je dirais. Je pense, il y a une moto qui m'a toujours fait rêver, c'est la Ducati Sport Classique. Ok, je vois. Qui avait un des participants au Pocarago, d'ailleurs, qu'on avait une, qui l'a revendue très vite parce que c'est très inconfortable. Cette moto, elle m'a toujours fait rêver. Vraiment, je pense que j'achèterais cette base-là. J'adore ce moteur, j'adore le Twin Ducati. Je pense que ce serait autour de cette moto-là, ouais, je pense. Première moto suite à ton permis et la moto de tes rêves, on reste dans la même marque. Ouais, alors c'était inaccessible, c'était introuvable. C'est des prix, je crois que ça a repris une cote. En fait, c'est eux qui ont inventé le néo-rétro trop tôt. Cette moto-là, elle arrivait trop tôt, elle était incomprise et je crois qu'ils l'ont arrêté, mais les modèles sont encore maintenant sont magnifiques. Et puis si je peux sortir mon joker, si ma deuxième moto de mes rêves, c'est une 125 TY Trial. Donc c'est la moto de trial que mon père avait, que je voyais sur les photos, qu'on voit un petit peu à droite à gauche. Et ça, j'aimerais bien, le jour où j'ai une maison ou peut-être un petit peu à un terrain, voilà, la trafiquer et puis aller me balader dans les champs avec ça, ça me ferait kiffer. Ben, c'est une moto qui vaut 2000 balles. Hein, et ça me fait rêver. Ouais, Tu donc vois, celle-là, elle répond pas trop à ma question. Parce que alors, moi c'est ouais, plutôt sur un budget limité. ouais, mais justement, Donc, c'est pour répondre à ta question, je saurais pas. Je devrais me concentrer très très fort et pendant un moment pour me dire, ok, je veux acheter ça. Voilà, je pense que la moto correspond vachement à une séquence et à un projet dans ma vie. Là, demain, je te dirais peut-être, j'aurai peut-être une autre réponse. bah, il y a pas longtemps, tu m'as dit que tu voulais acheter un Sportster. Exactement. C'est vrai qu'un 1200 Sportster, c'est la bécane que j'ai toujours voulu avoir. J'en aurais une. J'adore cette brelle. Je suis pas spécialement fan de Harley plus que ça, mais j'adore cette brelle pour en avoir conduit pas mal. Et je trouve que elle dégage tout ce que j'adore. Elle vibre, elle a une gueule, ça envoie, mais pas trop. C'est tout ce que j'aime. Et puis bon, tu peux la trafiquer comme tu veux. Donc même sur ma question finale, tu resteras dans la même lignée que tout le Exactement. podcast, complètement indécis, pas de réponse précise. Non, je suis pas indécis. J'ai pas, encore une fois, je reviens toujours là-dessus, c'est que j'ai pas de passion et que je suis je dépends beaucoup de mes projets actuels et des séquences que j'aborde dans ma vie en fait. Une réponse que je donne à une année sera différente. J'ai pas mon projet de me dire tiens, je veux m'acheter telle moto ou une 3 litres 2 Porsche. Ça, c'est mon but ultime. Je suis toujours autour d'un projet humain avant tout. C'est toujours là-dessus. C'est ça qui m'anime le plus. Ouais, non, mais Ouais. c'est bien, c'est Ouais. très Et si la intéressant. moto peut pénétrer sur ce sujet-là, et ben, ça sera avec grand plaisir. C'est encore mieux. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Jean, Bah, pour merci Martin. ton honnêteté et puis pour tout ce que tu nous as expliqué. C'était très intéressant. Euh, je reste dans la même idée qu'avec Thibaut pour toutes les personnes, parce que c'est quand même ton entreprise principale, pour toutes les personnes de la région lyonnaise, ou même si jamais vous passez en vacances sur Lyon, voilà, Jean va nous rappeler l'adresse, parce que je vais pas dire une bêtise. Cargo Culte, 12 avenue Jean Jaurès, à Voilà. Lyon 7e. Voilà, donc 12 avenue Jean Jaurès dans Lyon 7, le quartier historique de la moto à Lyon. Passez les voir parce que le bar est cool pour boire un café ou de l'alcool, peu importe. Et puis toujours cette possibilité pour les personnes qui n'ont pas, on en a pas mal parlé pendant le podcast, mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir bricoler la moto. Donc On les voilà. accueille avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas. Et puis bah du coup, si jamais vous êtes proche de Cargo et que vous avez éventuellement un projet dans la com, si Jean, ça lui plaît et qu'il a du temps, vous pouvez toujours éventuellement en discuter avec lui. Mais en tous les cas, voilà, je suis ravi d'avoir fait cet épisode avec toi. Je te remercie pour tout le partage que tu as eu. Et puis pour toutes les actualités, n'hésitez pas à aller sur l'Insta de Cargo et le Facebook. Voilà, vous verrez que la communication est cool et qu'ils font plein de choses hyper intéressantes. Et du coup, je ferai un petit retour aussi sur le Pocargo, puisque le 27e Pocargo a lieu jeudi prochain. Et je ferai partie de l'équipe qui va rouler. On t'accueille avec plaisir. Merci Jean, à bientôt. Merci à toi. Ciao. Salut.